Bonjour les BDphiles, comme je vous l'avais annoncé dans la précédente vidéo, aujourd'hui nous allons parler manga. Je vous ai préparé une petite sélection de mangas assez récents, c'est-à-dire qu'ils sont grosso modo sortis dans l'année qui s'est écoulée et qu'ils sont encore en cours de parution. Cette sélection, je l'ai faite pour ceux qui ne connaissent pas ou peu le manga et qui voudraient découvrir cet univers. C'est pourquoi j'ai choisi des mangas qui sont avant tout destinés à un large public. Vous verrez, il est très facile de rentrer dans l'histoire et surtout, ce n'est pas trop dépaysant pour ceux qui ne sont pas habitués à l'univers asiatique. Il faut faire les choses en douceur. Et puis j'ai choisi des mangas qui sont à l'opposé de tous les stéréotypes que l'on pourrait avoir. Vous savez, je ne compte plus le nombre de fois que j'entends des réticences à l'égard d'un propos trop simpliste, d'une violence omniprésente ou même d'une image dégradante que le manga pourrait véhiculer à propos de la femme. Vous verrez, moi je me fais un point d'honneur aujourd'hui dans cette vidéo à vous montrer que le manga ce n'est pas que ça, loin de là. Le premier manga dont je vais vous parler s'intitule Magus of the Library. Il s'agit d'un manga publié chez Kiyun. C'est une maison que j'affectionne particulièrement car je trouve que son travail d'édition est hyper qualitatif. Déjà la couverture, vous pourrez le constater au toucher, est granuleuse et très solide. On sent qu'elle ne s'abîmera pas facilement. Le papier, lui, a un grammage plus élevé. Donc vous allez voir qu'on ne peut pas voir au travers en lisant. Ça, c'est un vrai confort pour le lecteur. Et puis, je n'ai jamais constaté de gros problèmes de traduction. La lecture est toujours assez fluide. Donc pour moi, Kiyun, c'est un gage de qualité. Qu'est-ce que raconte Magus of the Library? C'est l'histoire d'un jeune garçon, Shio, qui est souvent brimé par les autres enfants de son village en raison de son physique un peu particulier, un peu différent. En fait, il a la peau très pâle, il a les cheveux blonds dorés et surtout il a des oreilles pointues qui lui valent beaucoup de moqueries. Ce qu'il aime par-dessus tout, c'est se réfugier dans ses livres. Il s'imagine tantôt prince, tantôt aventurier et ça lui permet de vivre toutes les vies auxquelles il ne pourra jamais prétendre. Malheureusement, son accès aux livres est trop restreint. Le directeur de la bibliothèque le met dehors chaque fois qu'il le voit. Il ne veut pas de crève la faim des faubourgs, comme il le dit si bien lui-même. La vie de Shio pourrait bien basculer à tout jamais lorsqu'il rencontre Sedona. C'est une des Kaunas, les envoyés de la grande bibliothèque centrale d'Afshak. Cette bibliothèque, c'est la plus grande bibliothèque du monde, celle que Shio rêve de visiter un jour. Magus of the Library, c'est d'abord un manga qui m'a plu par son dessin. À ceux qui pensent que le graphisme est moins abouti dans le manga que dans la bande dessinée, qu'ils se détrompent. Regardez-moi ces pages somptueuses. Elles fourmillent de détails, autant dans les décors, regardez la nature, l'architecture, que dans les parures des personnages, regardez ces kaunas et les différentes matières, les bijoux qui ornent leurs parures, c'est magnifique. Le scénario, quant à lui, est une ode au livre. Quel amoureux de lecture pourrait y résister? Le livre y est présenté comme un trésor. Il est essentiel de le protéger, de le restaurer si besoin et surtout de le rendre accessible à la plus grande majorité. Je n'avais jamais lu de manga de ce genre, la thématique m'a semblé tout à fait neuve et d'ailleurs ce qui m'a plu c'est qu'on obtient des explications parfois très fournies sur la manière dont un livre est créé, comment il se restaure, le fonctionnement des bibliothèques, ce genre de choses. Enfin c'est assez pédagogique finalement. Magus of the Library n'a pas peur de traiter de sujets importants comme celui de la discrimination sociale, de l'accès à l'éducation et puis aussi de l'importance de s'obstiner à suivre ses rêves les plus fous. Tous ces sujets sont traités avec beaucoup de justesse et je dois dire que j'ai été plusieurs fois sacrément émue. Les femmes ont un rôle prépondérant dans l'histoire, exit le préjugé de la nana au gros sein qui apparaît un peu nunuche dans tous les mangas. Non, ici ça n'a rien à voir. Les kaunas qu'on voit principalement dans le premier tome sont des personnages fascinants, garants du savoir du monde.
En bref, ce manga, c'est un mélange d'humour, de magie, d'aventure et de pédagogie. On ne s'ennuie jamais. C'est une lecture très douce dont on ressort avec le sourire qui est adapté aux petits et aux grands et bien sûr à tous les amoureux du livre. Le deuxième manga dont je vais vous parler s'intitule Promised Neverland. C'est un gros coup de cœur, moi je n'avais plus autant aimé un manga depuis longtemps. Il est publié chez Kazé depuis plus d'1 an et au Japon c'est déjà un immense succès. L'histoire se déroule à l'orphelinat de Gracefield House où Emma, Ray et Norman coulent des jours heureux avec leur petit frère et leur petite sœur. Mama leur donne toute l'attention dont ils ont besoin et la tendresse d'une mère de substitution. Un jour, elle leur annonce que Connie, une petite fille de l'orphelinat, a trouvé une famille d'accueil et qu'elle va devoir s'en aller. Le soir même, Emma et Norman se précipitent à la sortie de l'orphelinat pour apporter l'ours en peluche que Connie a oublié avant de s'en aller. C'est là que tout bascule. Ils découvrent le corps de Connie sans vie, étendu dans un camion, prête à se faire enlever par d'étranges démons qui semblent prendre goût à la chair humaine. Le pire dans tout ça, c'est que Mama semble être la complice des démons. Elle leur a menti depuis toujours, tout ce qu'ils pensaient être vrai n'est que mensonge. Non, il n'y a pas de famille aimante qui va les attendre à la sortie, il n'y a pas d'espoir de vie ailleurs que dans cet orphelinat. Oui, ils sont piégés. Emma et Norman devront très vite se remettre de leur choc émotionnel pour planifier minutieusement leur évasion. Promised Neverland, c'est avant tout un scénario exceptionnel. Moi, je tire mon chapeau aux deux auteurs dont c'est le tout premier manga. Déjà, on sent qu'ils savent exactement où ils veulent aller. Ils maîtrisent parfaitement chaque mystère, chaque révélation, chaque rebondissement. Et puis la fin de tous les volumes est à chaque fois une torture. À quand la suite? Le premier arc se déroule dans l'orphelinat. Il s'agit à peu près des 5-6 premiers tomes si je me souviens bien. Et on a l'impression d'assister à une vraie partie d'échecs entre d'un côté Mama et les enfants. C'est un terrible face-à-face qui s'installe avec une seule option, s'échapper pour survivre. Tout est très psychologique et j'ai particulièrement apprécié suivre le fil des déductions d'Emma, Ray et Norman sur le monde qui les entoure et dont finalement ils ne savent pas grand-chose. La suite n'étant rien moins exaltante, les scènes s'enchaînent une à une sans temps mort. Je vous le confie, je n'ai jamais fait autant de conjectures qui se sont avérées fausses au cours d'une lecture. Le manga n'arrête pas de me surprendre, j'ai beau imaginer des centaines d'hypothèses, il n'y en a aucune qui matche avec la suite du scénario. Alors oui, le dessin n'est pas aussi qualitatif que dans Magus of the Library, il y a moins de détails et puis le trait est peut-être moins léché, mais les parutions par contre sont plus suivies. Nous avons droit à un chapitre par semaine au Japon, ce qui correspond chez nous en Europe à un tome tous les 2 mois. Le dessin est néanmoins très dynamique, il n'est pas désagréable à regarder du tout. D'ailleurs, j'ai pu admirer déjà quelques planches originales de Demizu Pozuka, le dessinateur, qui vont sortir dans son artbook. Je crois que c'est prévu pour bientôt et je dois dire qu'il a un talent fou. Ça donne très envie de voir Promised Neverland publié en couleur, mais bon, on ne peut pas tout avoir. En bref, pour moi, Promised Neverland, c'est un must-have du manga. L'histoire est haletante, intrigante, intelligente, avec une maîtrise parfaite du suspense et des rebondissements. C'est un plaisir à chaque fois qu'un tome sort. Je vous préviens, si vous vous lancez dans la lecture du premier volume, vous ne pourrez plus vous arrêter, vous êtes parti pour enchaîner toute la série. Un dernier petit mot, je vous rassure, pas de violence excessive. Pour moi, le manga peut se lire à partir d'une dizaine d'années sans problème. Le dernier manga dont je vais vous parler s'intitule Beastars. Beastars, c'est la bonne surprise de ces derniers mois. Oh là là, je me suis fait un plaisir à dévorer les 5 tomes qui sont déjà sortis. Le manga est lui aussi paru chez Kiyun. Au Japon, c'est déjà un immense succès, mais chez nous, j'ai l'impression qu'il n'est pas encore assez connu et c'est trop dommage. L'histoire prend place au lycée Sheraton où tous les élèves sont des animaux. Herbivores et carnivores y vivent en bonne entente, du moins en apparence. Dans la société de Beastars, la consommation de viande est strictement interdite. Les carnivores doivent donc sans cesse lutter contre leurs pulsions, tandis que les herbivores ne peuvent s'empêcher de les craindre. Surtout qu'un matin,
le corps sans vie de Thème, un jeune alpaga, est retrouvé sur le campus. Mais qui a bien pu commettre ce crime atroce? Dans Beastars, on suit les aventures de Legoshi, un lourd rêveur qui lutte contre ses pulsions, mais qui malgré tout veut croire qu'une cohabitation est possible entre herbivores et carnivores. Il côtoie des personnages fascinants, presque plus humains qu'animaux, comme Louis le cerf qui rêve d'être Beastar, le leader de l'école et peut-être même bien plus que ça. Ou comme Haru, la jeune lapine naine que tous les mâles convoitent. Est-elle une dépravée comme tout le monde le dit, ou bien est-ce une pauvre créature chétive qui souhaite être protégée par les plus forts? Pour moi, Beastars est un manga unique qui arrive à mêler étrangement poésie et cruauté. On n'est jamais vraiment certain des motivations profondes de tous les personnages. Certains comportements nous rassurent, d'autres nous horrifient, si intensément qu'ils sont en réalité le reflet de notre société. Les préjugés sur les races sont explorés avec beaucoup de finesse et d'ailleurs ce manga m'a bien souvent laissé pensive. L'histoire prend de plus en plus d'ampleur au fil des tomes et on quitte le cadre strict du lycée pour découvrir des enjeux bien plus importants. Sur quelle découverte macabre va déboucher l'enquête du meurtre de Thème? Qui tire réellement les ficelles du pouvoir et qui sont en réalité ces Beastars? La trame de l'histoire est entrecoupée de chapitres plus calmes qui viennent explorer la psychologie des personnages, même des personnages secondaires, et c'est très plaisant, ça apporte vraiment de la matière au manga. Le dessin peut paraître un peu brouillon à première vue, je le conçois, mais moi au fil des pages, il m'a vraiment conquise. On atteint un équilibre parfait entre la représentation physique de l'animal et les attitudes qui sont vraiment celles d'un humain. Le personnage de Legoshi est très attachant, il est à la fois cool et complètement maladroit. C'est un cœur pur, un idéaliste, un utopiste qui va se retrouver un peu malmené et confronté aux réalités les plus triviales de son monde. Ce manga a été une révélation pour moi, je le recommande vivement pour son intelligence et pour sa psychologie. Néanmoins, je vous préviens, c'est une lecture dont on ne ressort pas indemne et il ne faut certainement pas la mettre entre toutes les mains. Il y a des scènes quand même assez violentes et puis le propos, je trouve, est destiné aux adultes. Et voilà, cette première vidéo sur le manga est déjà finie. J'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura donné envie de commencer une de ces 3 histoires. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui parlera cette fois-ci des indispensables pour tout BDphile.